Alors, on est à notre deuxième émission, Caroline, Oui. et cette émission ici va porter, en fait, sur deux volets, pour ne pas employer l'expression de quelqu'un qu'on connaît bien. La première, je veux dire, c'est une dame qu'on reçoit qui, elle, a parti une page en juillet 2018, une page qui s'appelle « Les oubliés de la loi 113 ». Et on va en parler avec elle. Elle recherche aussi, et j'imagine que c'est pour ça qu'elle a parti cette page-là. Et un peu plus tard dans l'entrevue, on va parler de l'ADN. Alors, c'est pas simple, là, mais je pense qu'avec les explications qu'elle va nous donner et les références, on va s'y retrouver. Alors, on reçoit Mme Sylvie Carole Picard. Bonjour. Bonjour, Normé. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Merci de l'invitation. Alors, quand je disais d'entrée de jeu, j'imagine que cette page-là, des oubliés de la loi 113, vous l'avez partie parce que vous cherchez aussi. Tout à fait. Alors, moi, je cherche ma grand-mère et suite à plusieurs parutions d'articles de journaux de personnes qui cherchaient aussi leur grand-mère et de confirmation à l'effet que finalement, le gouvernement ne voulait pas dévoiler, même si on a une procuration, le nom de notre grand-mère. Ben là, on s'est senti un peu oublié et blessé là-dedans. Donc, je dis, bon, il faut faire de quoi? Il faut continuer d'améliorer la loi. Je suis super contente qu'une loi existe. Puis merci, Mme Fortin, d'avoir porté ça. Mais là, on se fait fermer une autre porte. Là. Okay. Mais quand vous avez parti cette page-là, rapidement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits. Oui. Vous êtes rendu à combien de Là, on est à 240. Ça tourne autour de ça présentement. Là. Effectivement, je veux dire, ces gens-là, effectivement, je veux dire, vous, comme bien d'autres, je veux dire, quand il n'y a plus de solution, bien, d'aller au mouvement Retrouvailles ou au centre jeunesse, ça ne donnait plus rien. Alors, c'est pour ça, les oubliés de la loi 113, c'est vraiment le bon terme. Oui. Qui sont, selon vous, là, les oubliés? Qui sont inclus dans cette page-là? Là? Bien, les grands oubliés de la loi 113, c'est les petits-enfants comme moi, je recherche ma grand-mère naturelle, et ceux qui cherchent des fratries, dont justement, d'un côté, eux, ils cherchent des frères et des sœurs, mais peut-être que le frère et la sœur ne sait pas qu'ils ont un frère ou une sœur qui a été mis à l'adoption, donc ils ne font pas la demande. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire là, pour eux si la loi reste comme ça. C'est sûr qu'on prend l'ADN dans ce cas-là, mais... Il faut continuer de faire évoluer les choses pour qu'on puisse avoir le nom de notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, si notre parent qui a été mis à l'adoption est décédé. Okay. C'est un peu là que je voulais en venir, c'est ça, pour savoir pourquoi les petits-enfants ne peuvent pas. Mais dans votre cas, puis dans plusieurs cas, c'est lorsque le parent qui a été adopté est décédé, comme on en a parlé à l'émission précédente. Les petits-enfants ne peuvent pas avoir accès au dossier de l'adopté parce qu'il est décédé, même s'il y a eu un consentement de son vivant, puis même s'il y a une procuration. Alors... c'est frustrant. C'est ça. Fait que peut-être que, je ne sais pas, pourrais-tu un peu nous parler... tu recherches ta grand-mère, OK? Mais c'est quoi les informations que tu as qui pourraient nous permettre de peut-être en parlant de ton père et tout ça? Là? Oui, certainement. Mon père est né le 7 octobre 1946 à 9h55 le matin au centre hospitalier Sainte-Marie à Trois-Rivières. Sa mère, elle avait 23 ans. Elle était ménagère et son père avait 38 ans, mais le nom du père n'est pas au dossier. Okay. Mais... Par l'ADN, je sais c'est qui le père de mon père, mais il est décédé depuis longtemps. Je sais que cette dame-là, elle avait une sœur parce qu'elle a été à l'hôpital. Elle vient sûrement de la région de la Naudière, Joliette, Repentigny, l'Assomption, parce qu'elle venait de la région du Grand Montréal, et le papa venait de cette région-là aussi. Elle a parti de sa région pour aller accoucher à Trois-Rivières en taxi. Et en cas d'urgence, on pouvait contacter sa sœur. Fait que je sais que cette dame-là avait une sœur, mon père avait une tante. Peut-être qu'elle a eu d'autres enfants. On ne sait rien du tout là, sur elle. Là. Fait que je recherche la famille de mon père. Mais déjà de savoir tout ça, vous avez fait déjà, vous, beaucoup de recherches. Bien, c'est les antécédents sociobiologiques qui m'ont donné ces informations-là.
Mais c'est ça, la région m'avait dit le Grand Montréal. On ne m'avait pas donné une région cible, mais en trouvant le père, que lui, toute sa famille a toujours été dans cette région-là, des grosses probabilités qu'elle vienne de, cette région-là aussi. Là. Et là, vous en êtes là dans vos recherches? Oui, tout à fait. C'est sûr que là, quand on s'est fait fermer la porte, parce que nous, on ne peut pas avoir, avec la loi 113, le nom de notre grand-mère. Moi, j'ai eu 4 enfants, je vais avoir des petits-enfants, puis j'ai toujours pas un arbre généalogique convenable. Je me suis dit, bon, il faut que je travaille à ça. Les mentalités changent, tout évolue. Puis je me dis, bon, c'est sûr que ça fait partie de notre passé, mais bon, il est temps d'aller vers l'avenir un peu, puis de nous aider, tous les descendants de personnes qui sont adoptées ou qui ont été mis à l'adoption. Mais c'est sûr que là, quand on suivait la loi, on avait hâte qu'elle arrive parce qu'on avait, dans la loi, c'est marqué que, moi j'ai comme une procuration, là, j'ai une preuve que mon père faisait les recherches avec moi, qui était au courant, j'étais au courant. Puis on se dit non quand même par le gouvernement, donc... On en parlait dans la première émission, justement, que la procuration n'est pas, c'est pas respectée, là, au moment où on se parle. C'est un gros manque, là. C'est vraiment épouvantable. Puis c'est quelque chose qu'on nous faut revenir à la charge, là, avec ça, parce que c'est de ne pas respecter la législation. À mon sens, en tout cas. Je ne suis pas légiste de formation, mais pour avoir été présente à l'Assemblée nationale, quand il y a eu des débats, on en a parlé à plusieurs reprises. Et ça ne fait aucun sens de ne pas respecter la procuration parce que le père est décédé. Puis même, dans l'autre émission, je disais, il y a des consentements qui sont signés, qui sont demandés par les centres jeunesse, et c'est clair que c'est en cas de décès. Oui. J'autorise mon enfant, peu importe, j'autorise quelqu'un. C'est comme pas respecté. Là. Alors, c'est vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Là. Fait que c'est un peu dans cette chose-là, quand on s'est fait fermer la porte au nez, qu'on s'est fait dire non, puis on comprend pas pourquoi. La seule discrimination là-dedans, c'est que mon père il est mort, puis je peux pas avoir l'information. On trouve ça pas mal injuste. Puis la manière que la loi est appliquée aussi. Donc, on veut un radoucissement là, de l'application parce que... En fait, il y a une mauvaise interprétation de certains... En fait, comme moi, j'ai dit, c'est que cette loi-là, elle a été faite sur une base d'exception et non pas sur une base large. C'est sur une base générale. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'elle est interprétée probablement de façon très restrictive et non pas de façon générale. Ça vient traiter des petits cas d'exception, mais les autres, c'est comme logiquement, ça devrait être le contraire. Là. C'est-à-dire, on devrait traiter oui. at large, excusez l'expression. Après ça, traiter les exceptions. Et là, c'est comme l'inverse, on dirait, qui semble se passer. Là. Fait qu'il faut absolument revenir là-dessus. Il faut que le Québec se réveille, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Moi, personnellement, mon avis, c'est qu'il ait signé ou non une procuration. Si je suis capable de démontrer que je suis un parent, un descendant de cette personne-là, qui ait pensé à signer un papier ou pas, bien, je devrais quand même avoir le droit de savoir c'est qui ma grand-mère. Ça fait partie de mes origines. Là. Je ne suis pas la voisine à côté. Là. Non, c'est ça. Donc, ce soit... Et si je meurs, bien, puis que ma grand-mère, je sais qu'elle est décédée, mon père est décédé, si moi je meurs, ça reste quand même que c'est l'arrière-grand-mère de mes enfants. C'est ça que puis j'allais dire. eux autres aussi, on pourrait demander c'est qui, puis on n'invente pas des noms, là. Non. Fait que, en tout cas, on aimerait bien ça, que ça change. En tout cas, je sais que le mouvement va continuer à sa bataille. Absolument. Si on revient à ton avis de recherche, y a-t-il des choses spécifiques qui pourraient faire en sorte que la mère pourrait identifier ton père? Je sais qu'elle est décédée. Récemment. Oui, mais c'est vrai que la mère, elle est décédée. OK. Oui, elle est décédée récemment. Récemment, probablement entre 2014 et 2016. Okay. Elle avait 91 ans. Okay. Elle est décédée d'insuffisance cardiaque. On ne connaît pas d'autres circonstances. On fait
cette déduction-là parce que avec les antécédents sociobiologiques, je sais à quel âge qu'elle avait quand mon père est né. OK. Donc maintenant, avec l'âge à savoir à quel âge qu'elle est décédée, ça nous amène entre 2014 et 2016. Peut-être qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est au courant ou quelqu'un qui a pris soin d'elle, qui est au courant, à qui elle serait confiée. Je suis ouverte à avoir tout renseignement. Est-ce qu'on a mentionné le nom de ton père qui avait été donné avant l'adoption? Son nom, bien, moi j'ai 2 noms ici sur Rosaire André Michel ou Joseph Jean Rosaire Michel. Un Rosaire, Michel. Oui, il y a Rosaire. Puis les parents adoptifs ont gardé le nom de Rosaire. C'est le prénom qu'il a porté toute sa vie. Et quand on parle de détails physiques... oui, mon père, quand il est né, il y avait 2 petites taches de naissance. On appelle ça des petites framboises, là, des petits amas de cellules rouges, là, mais qui disparaissent avec le temps parce qu'il n'y a pas eu ça longtemps. Okay. Il y en avait une sous l'œil droit, gauche, je veux dire, excusez, puis une sous la narine gauche. OK. Fait que, puis je sais que la mère, elle a donné le consentement à l'adoption 10 jours après la naissance de mon père. Donc, est-ce qu'elle... on ne sait pas si ce 10 jours-là, elle a été en contact avec ou pas, là. Donc, parce que ton père, toi, il a été adopté, je pense que c'est en Abitibi, hein, tu oui, nous disais, dans tes... OK, puis il a été transféré de Trois-Rivières vers l'Abitibi? Non, lui il est né à Trois-Rivières, il a été envoyé à la crèche de Québec et il a été adopté par la crèche de Québec par un... La demande a été faite de l'Abitibi, mais à la crèche de Québec. OK. Il y avait un prêtre, je pense, hein, d'impliquer là-dedans? Oui, il y avait un prêtre parce que, bon, absolument, ça facilitait les demandes. Mes grands-parents s'étaient mariés pour avoir une terre, mes grands-parents adoptifs s'étaient mariés pour avoir une terre, mais ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, il fallait que le curé mettait beaucoup de pression à ce que ceux qui défrichaient aient beaucoup d'enfants. Donc, ils ont fait une demande au curé pour avoir un enfant. Mais ma grand-mère, elle, adoptive, ce qu'elle voulait, c'était une petite fille. Puis on lui avait dit, vous allez avoir une petite fille. Et puis, pour les bébés qui étaient donnés comme ça en grande région, ils nolisaient un wagon. Là, s'ils ont 20 bébés à les distribuer sur la traque de chemin de fer. Sur la route. Ben, c'est ça qui est arrivé. Le train est arrivé à Barraute et puis les grands-parents n'étaient pas là. Probablement que le train est arrivé d'avance. Fait que finalement, l'infirmière a pris le bébé dans le taxi, puis elle a dit « Allez porter le bébé là. » Le bon père est arrivé chez ses parents adoptifs comme ça. En taxi. Ben, coup d'or. Et puis, finalement, ben, quand c'est venu le temps de changer de couche, ben là, oups, c'est pas une petite fille, c'est un petit gars. Mais on va le garder quand même. Ils ont fait une autre demande. Ils ont eu une petite fille. Bon, toute ma vie, dans le fin fond d'un rang en Abitibi, à Barrault, c'est creux, là. On pensait qu'elle était orientale. Puis mon père pensait ça toute sa vie parce que dans le temps, il disait acheter des Chinois, ces choses-là. Puis le monde en Abitibi. On a tous acheté des Chinois à l'école. Ouais, hein? fait que c'est ça. Ben, ils sont tous à brossard. Eux autres, c'est comme. Eux autres, avec mon père, c'est que là, ils disaient ben, regardez, on l'a acheté, la petite Chinoise, on en a une, là, en Abitibi, à Barrault. Ben oui. Puis moi, mon père, il pensait qu'il était le fils naturel de ces gens-là, vu que mon père avait les yeux bleus, puis mon grand-père adoptif avait les yeux bleus aussi. Il pensait juste que c'était l'autre, sa petite sœur, qui était adoptée. Et puis finalement, il a appris à 15 ans, de manière méchante, là, de gens dans le village qui a dit « Bon, c'est bien, toi, tu es un adopté », puis tout ça. Fait que ça l'a fait pas mal souffrir de découvrir qu'il était adopté comme ça. C'est pas la meilleure façon. Hein? Non, c'est ça. Finalement, ben, ma tante adoptive, ben, c'est ma tante, mais c'est la sœur adoptive de mon père. Elle n'est pas orientale du tout. C'est une Amérindienne de la région. Fait que faut faire des petites recherches. Là, mais... C'est incroyable quand tu penses à ça à l'époque, quand vous dites qu'ils prenaient le train, là, je veux dire... moi, je me rappelle, dans le Bas-Saint-Laurent, à Gaspésie, c'était la même chose. Je veux dire, il n'allait pas conduire qu'un enfant. Là. Non. On était plusieurs là, dans l'autobus ou dans le taxi s'il fallait. Même dans l'avion. Même dans l'avion aussi. De la Madeleine, c'est incroyable. Là, tu sais, on arrivait tout en gang. Là, tu sais, je veux dire, bon, toi, tu débarques là, toi, tu débarques là. Tu sais, que tu veux, nous, là, à 6 mois,
Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en voyage à quelque part. Puis encore, puis encore on ne sait pas, tu sais. Mais c'est incroyable comment ça se passait. Ouais. Et quand on parlait du curé tantôt, qu'il fallait, qu'il y ait des enfants, là, OK, bien, tu avais l'autre contraire aussi, que quand la mère biologique était enceinte, bien, c'était aussi, ça se passait souvent aussi avec les curés, parce qu'il fallait qu'ils changent d'endroit pour pas le déshonneur de la paroisse, puis ainsi de suite. Je veux dire, là, le curé était toujours à quelque part, là. La politique et le curé. Oui, la politique et le curé. Qui était un avant l'autre, on ne le sait pas. Moi, j'opterais pour le curé. Non, mais il ne faut pas se le cacher dans ces années-là. Non, ces années-là, c'était ça. La religion menait le monde. Là. C'est pas un jugement. En tout cas, le Québec, bref. Fait que, non. Mais c'est la réalité. C'était ça, je veux dire. On l'a vu d'ailleurs, comment ça s'est passé. Ça fait quand même un petit bout de temps, là, dans le berceau des anges qu'il y a eu. Je veux dire, ça s'était fait comme ça. Là, je veux dire. La dame était partie du lac Saint-Jean, puis je veux dire, c'était monsieur le curé qui avait tout organisé aussi. Tu sais. Ah oui, bien, c'est ça. Alors, c'était la réalité du temps. Puis aujourd'hui, je veux dire, puis je comprends les mamans biologiques aujourd'hui qui recherchent encore et puis aujourd'hui, je veux dire, leur propre enfant, leur fille va être enceinte, elle n'est pas mariée, on fait un shower, puis c'est le gros party. Ouais. Puis toi, tu dis, moi, 40 ans avant, il fallait que je m'en aille de chez moi. Tu sais, il y a quelque chose qui est vraiment là, pas simple à vivre pour ces femmes-là. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que c'est difficile de comprendre pour l'adopter ou pour des gens là, qui ont aujourd'hui 25, 30, 35, 40 ans, de comprendre ça, parce qu'eux autres, ils n'ont pas été élevés là-dedans. Absolument pas. Puis là, quand tu leur racontes ça, ils savent pas, là. Ils savent pas que ça existait, là. C'est ça. Fait que souvent, quand on en parlait l'autre fois, je veux dire, l'adopté, il va faire des recherches, puis il est pressé, puis il veut un oui, mais quand il y a un refus, il comprend pas pourquoi. C'est que ces gens-là n'ont peut-être pas l'histoire de ces mères-là. Ça aiderait à comprendre. Là. Exactement. Et pour aider peut-être à comprendre, moi, je les invite à... il y a sur le site Adoption, Émotion, Retrouvailles, il y a des mères qui ont écrit, qui ont expliqué leur situation. Ouais. Il y en a aussi sur l'histoire des crèches, et il va sûrement en avoir sur votre site aussi à vous, des oubliés de la loi 113. Alors, ça nous permet, nous, en tant qu'adoptés, de comprendre justement... En fait, la mère ne refuse pas son enfant. Elle refuse ce qui s'est passé dans le temps. Souvent, c'est ça. C'est pas l'enfant qu'elle refuse. Mais elle doit remonter dans le temps, puis les souvenirs, puis tout ce qu'elle a vécu, c'est ça qui est difficile pour elle de dire un oui tout de suite. Des fois, puis la peur d'être jugée à nouveau. Exactement. Parce qu'elles ont été jugées par le passé, elles ne veulent pas revivre ça. Exactement. Donc, c'est toutes des petites choses qui font en sorte que des fois, il y a des refus, mais... C'est sûr, c'est difficile de ne pas le prendre personnel quand tu as un refus, mais il faut quand même aller plus loin et essayer de comprendre le pourquoi. C'est ça, il faut être indulgent vis-à-vis de nos mères biologiques. Ce qui me fait un petit peu de peine, c'est de savoir qu'elle a survécu si longtemps à mon père, et puis j'ai pas pu retrouver ma grand-mère, dans le fond, elle est décédée récemment, là, elle a pas... C'est un gros rendez-vous manqué, là. Ça n'a pas été plus loin. Quand mon père a été décédé, le dossier était comme fermé c'était comme, il n'est plus là pour enlever la confidentialité de son dossier, on ne poussera pas plus loin. Puis il est décédé en 1995, à ce moment-là, ça coûtait de l'argent, puis j'avais de jeunes enfants, puis moins de temps, pas de... Fait que j'ai pas comme poussé. Quand on me dit le seul temps qu'on va pouvoir savoir, c'est si ta vie à toi ou tes enfants est en danger, que ça a besoin d'une greffe, peut-être un juge pourrait ouvrir le dossier, mais bon, là, ça vient comme d'anéantir toutes mes chances de retrouvailles, là, un peu avec la famille. Et là, bien, avec la loi qui s'en venait, l'espoir était revenu, là. Je vous ai suivi à l'Assemblée nationale, là, je pleurais de joie, me disant enfin, là, on va savoir, puis je pense c'est ça. On a toutes pleuré quand on a vu Caroline pleurer, là, on s'est toutes mis à pleurer. Oh oui, certainement. C'est pour ça, moi, je veux continuer à ce qu'on améliore cette loi-là, qu'elle soit mieux interprétée, qu'on ouvre plus les dossiers, dans le fond.
comme on peut ouvrir nos bras, tu sais. Pas donner juste une pointe de l'iceberg à certaines personnes, puis que ça fait de l'injustice, puis de la discrimination pour d'autres. Oui. Puis les frères et les sœurs qui cherchent, bien, s'il y a un frère ou une sœur qui fait une demande pour de la fratrie, bien, contactez ces gens-là. Vous êtes, tu sais, eux autres, le gouvernement ont accès à savoir, à les retrouver, puis informez-les qu'il existe un frère ou une sœur. Pareil comme ça serait rechercher sa mère, puis s'ils veulent avoir un contact, ils font une demande, mais s'ils ne veulent pas, mais au moins avisez-les qu'ils soient au courant, tu sais. C'est ce qu'on veut. Oui, bien, absolument. Puis c'est sûr que le mouvement Retrouvailles est derrière, est derrière cette initiative là, de site des oubliés de la loi 113. Alors, on va te souhaiter bonne chance. Mais c'est ça, tu parlais tantôt d'ADN. Toi, tu es sur une bonne piste, là, tu disais pour le père. Oui. Pour la mère, tu n'as pas... Bien, on était sûr qu'on avait une bonne piste. Finalement, ça s'avère que cette semaine, j'ai découvert un document qui prouve que ça ne peut pas être cette personne-là. Ça peut pas être cette personne. Mais c'est donc bien compliqué, l'ADN. Bien, c'est pas si compliqué que ça. Peux-tu nous en parler? Parce que je pense que tu es quand même assez ferré pour avoir fait des recherches pendant quand même... Bien, je suis quand même débutante, assez novice là-dedans. C'est depuis le printemps, j'en mange beaucoup, par contre. Fait que c'est sûr que j'ai participé à plusieurs formations, des congrès, des conférences, des colloques, mais comme telle, je ne suis pas une vraie généalogiste génétique. Mais tu es en mesure quand même de nous parler un peu, tu sais, je dirais de vulgariser un peu. Oui. Quelqu'un qui part avec ça, là, exemple, moi je pars, je m'en vais me faire faire un profil d'ADN chez Ancestry. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, c'est sûr que, bon, vous allez suivre la marche à suivre pour avoir des résultats. Mais à partir du moment que vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des correspondances de segments de votre ADN qui se retrouvent chez d'autres personnes parce qu'ils viennent de vos ancêtres. Fait que quand les gens pensent « Ouais, mais là, mon frère, ma soeur, s'ils n'ont pas fait de test, on ne me trouvera pas. » Bien, on peut les trouver parce qu'on peut avoir un segment de notre ADN qui vient de notre arrière-grand-parent qu'on a en commun. Puis, en partant de cette personne-là qu'on finit par identifier, bien, on fait l'arbre, on fait sa généalogie. Et puis, quand on arrive à notre époque, bien, ou à l'époque qu'on cherche de notre naissance, ça nous emmène comme sur une ligne du temps. Fait que ça enlève les gens qui sont comme beaucoup trop dans cette génération-là, en haut, plus bas. Donc, à partir de là, c'est comme un entonnoir. On finit par avoir quelques noms et les correspondances qu'on a en commun avec ces gens-là finissent par pointer vers quelqu'un. Ça ne peut pas mentir, l'ADN. Il n'y a pas personne qui... C'est pas une personne en arrière de ça qui remplit des documents. Il n'y a pas de mensonge qui peut être dit. C'est dans nos gènes, c'est dans nos cellules. Donc, la vérité est là. Il faut juste... Ça prend des fois du travail. C'est comme un chercheur d'or. Il sait qu'il arrive dans le Klondike, mais il faut quand même qu'il creuse puis qu'il cherche. Là. Ça n'arrive pas par magie. Malgré qu'il y en a qui ont des très, très, très bons résultats en partant, puis on le sait, mais il y en a d'autres que les résultats ne seront pas aussi bons. Puis... Au-delà des tests que vous recevez, là, comme vous dites, la copie, bon, voilà, tout ça. À partir de ce moment-là, c'est vous qui devez faire les recherches. Oui. Oui, il faut aller dans toutes les banques de généalogie, les avis de décès. Il y a plein de toutes les possibilités sont bonnes, dans le fond, pour quand on recherche. Mais il faut faire correspondre. Il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que, comme moi, on pensait avoir trouvé le père et la mère, j'aurais pu sauter aux conclusions, puis oups! Mais non, il faut continuer de vérifier tout le temps. Tout le temps. Puis hop, la personne, ma grand-mère qu'on croyait, finalement, cette personne-là, on ne trouvait pas sa date de décès. Puis finalement, elle est décédée en 72, donc ça ne peut pas correspondre à ce que j'ai de ma grand-mère qui serait décédée récemment. Et là, je pose des questions comme ça. C'est sûr que moi aussi, j'en ai fait un peu, mais je me fais comme... Je connais rien, là. Qui va me dire si le segment, les correspondances qu'on me donne, c'est des correspondances de mon père ou des correspondances de ma mère? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. OK.
On continue faut continuer de travailler. Puis même, oui, puis pour une femme, c'est un petit peu plus dur qu'un homme parce qu'avec l'homme, c'est tout le temps plus facile parce qu'ils ont un test, eux, ils ont dans leur chromosome numéro 23, qui est les gènes sexuels, eux, ils ont un Y et ils ont un test spécifique qui nous emmène sur la lignée du père. Okay. Donc, c'est à partir de là, quand on a une lignée, ben, on fait la généalogie inverse. On part de très haut, de très vieux, en 1800 quelque chose. Des fois, on a un nom de quelqu'un qui a été comme triangulé là. Puis on fait toutes les possibilités, mais c'est tout le temps comme du père vers un fils. Okay. Ça ne peut pas être avec les femmes. Puis nous, les femmes, c'est difficile parce que les noms ont changé à chaque génération. Ah ben oui, c'est vrai. Fait qu'on ne peut pas se fier au nom des femmes. Et puis, moi, si je suis une femme, j'ai 2 X. Mais je porte le X de ma mère, mais je porte le X de mon père. Fait que quand on me donne une concordance sur un X sur certains sites, ben moi, ça ne me dit pas si c'est sur le côté de ma mère ou mon père, c'est sur un X. Fait que ça peut être la mère de mon père, ça peut être ma mère, ça peut être ma tante. Okay. Donc, il ne faut pas se fier, il y a une colonne. Sur le X, il ne faut pas nécessairement se fier à ça parce qu'il y a plusieurs possibilités. C'est pas juste père et mère. C'est pas tranché comme ça. Puis qu'est-ce qui fait que, parce que je sais là, que, bon, Ancestry notamment, ça fonctionne par cousin, par degré de cousin. Cousin premier degré, deuxième degré, troisième degré. Ben là, ils ont changé ça. OK. Bon, on a parce que là, oui, parce que là, ils parlent de cousins germains, de cousins issus de germains, de petits cousins. Ils ont enlevé les degrés. Ah, OK. Ça, c'est récent. Ça va être plus facile à comprendre. Oui, bien encore là, oui. Ouais. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'un cousin germain. Oui, mais là, c'est sûr. Mais rendu là, au moins, c'est ça. Je trouve ça, ben, en tout cas, je pense que ça va être plus facile. Puis qu'est-ce qui fait, bon, c'est ça, il y a des gens, des fois, qui ont des correspondances. Oui. Puis là, ils disent, bon, ben oui, c'est marqué petit cousin germain, mais puis membre de la famille, on ne sait pas trop. Il faut qu'il y ait voir les centimorganes. Bon, centimorganes, c'est un beau terme, là, que, en tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, là. Mais je sais que plus les centimorganes sont élevés, plus la personne est près de nous. Tout à fait. As-tu à peu près une échelle là, qui pourrait guider les gens à savoir entre temps et temps, c'est... Là, je n'ai pas l'échelle avec moi. À peu près, là, juste... Bien, écoutez, comme moi, mon frère, pour chercher le père, mon grand-père naturel, on a passé par mon frère. OK. Moi, j'avais fait mon test d'ADN, puis mes concordances n'étaient pas tellement concluantes. Fait que j'ai demandé à mon frère de passer son test. La première chose que je devais savoir, si c'était mon frère, c'était bien mon frère. Ouais. Avant de pousser plus loin. Donc, mon frère passait son test, puis j'ai 2695 centimorganes avec mon frère. OK. C'est vraiment mon frère, c'est pas un demi-frère. Un full frère. Là. Un full frère, un full. Fait qu'à partir de la confirmation que c'était un full frère, lui a passé le test Y pour la lignée de l'homme, parce que lui, il l'a reçu de son père, qui est mon père, et de son grand-père. Fait que c'est avec ça qu'on a su, on sait que mon père vient d'un monsieur Beauchamp, dans la région de Joliette. OK. Donc, c'est ça. Fait que les centimorganes, c'est bien important quand on fait des recherches. C'est sûr que quand on a nos résultats, on va avoir beaucoup de concordances de 30 centimorganes, 60 centimorganes, des 5, 6, 10 centimorganes. Ça, c'est un peu l'effet fondateur là, au Québec qui fait en sorte qu'on partage beaucoup d'ancêtres communs. Mais ce qui est important, c'est vraiment ceux qui ont 100 centimorganes et plus de concordance génétique avec nous. C'est sûr que plus le chiffre est haut, plus qu'on se rapproche de quelqu'un de notre famille proche, là. Okay. Mais ça peut être un petit cousin, on peut connecter les grands-oncles, les arrière-grands-parents. Puis avec là, ben, on finit par savoir, on est dans cette famille-là, là, on a plusieurs correspondances dans cette famille-là. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose par là. Fait qu'on creuse cette famille-là. Le cœur nous débat, là. Oui, pas mal. Des fois, des fois, on a des résultats, puis c'est quasiment flagrant tout de suite. Là, la personne, elle a mis son vrai nom. On sait que c'est un demi-frère, tu sais. Fait que c'est facile, là. Mais il faut faire attention aussi. Puis Mouvement Retrouvailles, je crois qu'il est important dans ce cheminement-là de l'ADN.
Parce que, bon, des gens vont avoir les résultats, vont écrire à tout le monde un peu, « Ah, je t'ai adopté, ben, aidez-moi, au secours. » Je pense qu'une façon de contacter les gens, même par écrit, dans les sites de généalogie ou de génétique, pour approcher les gens, puis au lieu de... pas qu'ils s'ouvrent et non pas qu'ils se ferment, puis qu'ils nous voient venir comme une menace, c'est qui elle, puis ce qu'elle veut savoir, puis avais-tu volé l'identité de quelqu'un dans ma famille? Tu sais, il y a des gens qui sont assez craintifs, puis il faut y aller tranquillement. Avec une tierce personne, je pense que c'est Ben l'idéal. oui, oui, il faut se Parce faire que si la personne, pour une raison ou pour une autre, veut pas ou veut, elle va se sentir plus à l'aise de dire le oui ou dire le non, ou ainsi de suite, que si vous dites, ben moi, je peux être ta sœur ou je peux être... C'est ça. Tu sais, c'est délicat, ça, quelque part. Mais il y a des gens qui disent de ne pas le dire qu'on est une personne adoptée, puis il y en a d'autres qui disent non, il faut d'emblée être honnête puis le dire. Bon, ça, c'est personnel à soi, de le dire ou de ne pas le dire. Il y a des gens qui répondent, des gens qui ne répondent pas. Mais dans l'approche aussi, je veux dire, bon, vous trouvez quelqu'un qui est vraiment, ben, exemple, votre frère ou quelqu'un qui est vraiment près de vous, là, vous êtes certain. Je pense que dans une émission dernièrement, je veux dire, l'émission Loin des yeux, près du cœur, on mentionnait justement le fait de ne pas y aller trop rapidement, puis de ne pas s'acharner sur, bon, est-ce que tu connais un tel? Parce que je pense qu'il faut s'occuper d'abord de cette personne-là, oui. Puis se présenter qui on est, et puis s'occuper parce que les gens peuvent se braquer, là. Et ça peut peut-être paraître bizarre, ce que je vais dire, mais tu as des gens aussi qui vont penser que tu arrives là pour un héritage, ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Là, oui. Alors, je pense qu'il faut rassurer... Ah, tout à fait. Puis moi, je recherche ma grand-mère, puis sa famille, quoi que ce soit. Mon grand-père aussi, là, la famille la famille de mon père. C'est pas dans un but pantoute là d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. De toute façon, même si on voulait, on n'a pas le droit. Ouais, non, mais en fait, l'héritage qu'on cherche, c'est l'héritage génétique. C'est exactement ça. J'aimerais laisser à mes enfants un arbre généalogique. Puis juste avant de terminer, je dirais, bon, on n'est pas toutes des Carole Sylvie Picard qui connaissent ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Moi, j'ai ça devant moi, puis je ne sais pas, est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'on peut s'adresser à des gens, Caroline? Oui, bien, je sais qu'il y a un site qui existe qui s'appelle Carrefour ADN. Okay. Puis, ben, Sylvie Carole, tu peux peut-être nous en parler, mais c'est un site là, qui a été créé à la base par 2 personnes qui étaient au mouvement Retrouvailles, qui ont retrouvé leurs parents, leurs 2 parents, via Ancestry et des heures de travail. Ils ont créé cette page-là. Bon, je sais qu'une des personnes s'est retirée là, récemment pour fonctionner de son côté, mais ils peuvent offrir de l'aide. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Puis là, tu me disais que ça s'en vient comme un organisme sans but lucratif. Tout à fait. On est en train de créer avec ça. C'est en un an, cette page-là, déjà 600 personnes. On se fait demander tout le temps de plus en plus souvent, aidez-nous, j'ai mes résultats, qu'est-ce que je fais? Mais c'est sûr que chaque personne est un peu responsable de ses tests. Il faut qu'il fasse un peu d'information, un peu de lecture, parce que c'est un gros travail de recherche dans certains cas. Puis, on est peu de personnes bénévoles qui sont capables de défricher ça. Puis, il faut passer beaucoup d'heures là-dedans. On le fait, on veut aider, mais il y a beaucoup trop de demandes pour ce qu'on est. Fait que là, on veut former des gens encore plus pour aider d'autres gens. Fait que là, on est en train de créer un organisme dans ce but-là. Alors, c'est un bel endroit là, pour avoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Carole. Merci. Merci. Alors, Caroline, on reçoit notre dernier invité pour cette émission ici. Oui. OK. Et j'ai passé à travers ce document qui nous a fait parvenir et c'est une histoire assez spéciale. Hein? Puis, une parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, mais chaque histoire est spéciale dans le fond, puis chaque histoire mérite d'être entendue. Alors, Robert Poulin, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Poulin. Alors, je vous laisse aller dans votre histoire, puis c'est sûr que, curieuse comme je suis, je vais vous interrompre. Ah, il n'y a pas de problème. Alors, d'abord, j'ai été adopté, première des choses, et j'ai été adopté à Québec. Je suis venu au monde à l'hôpital Jeffrey Hale,
Et par la suite, j'ai été transféré tout de suite à la Miséricorde, qui était bâtiment à côté. Oui. Et il faut croire que j'étais trop malcommode parce que je suis venu au monde en 1948, puis ils ont trouvé preneur rien qu'en 1949. Puis ils ont fini par le baptêmer en 1950. Alors, il faut croire que l'élève était... alors, il y avait des mauvaises pistes un peu, là. Non, ça, il ne faut pas s'en faire. Il y a plusieurs enfants qui ont été adoptés à 10-12 mois. À 10-12 mois, oui, il y a ça. Et par la suite, bon, si on résume un peu, un coup que j'ai été adopté, mon baptistère a été changé. Donc, mon père était douanier dans ce temps-là. Mon père adoptif était douanier, donc il était sur le bord des frontières américaines. Donc, l'église qui m'a baptisé à nouveau était à Saint-Théophile. Et Saint-Théophile, c'était un tout petit village. Puis, il y avait un curé qui n'avait pas de misère à faire les baptistères. Alors, il y a eu une modification, une création d'un nouveau baptistère, et de là, la roue est partie. Là-dessus, j'aimerais peut-être juste apporter un petit point. C'est ça, en fait, vous dites qu'il y a eu création d'un nouveau baptistère. Modification. Oui, c'est vrai, c'est modification, en fait, parce que... Puis je suis contente que vous en parliez, parce que souvent, on se fait poser la question. La personne qui est confiée à l'adoption, c'est ça, elle a été baptisée dans un premier temps, souvent à la crèche. OK? Donc, il existe le certificat de baptême d'origine. Mais lorsque cette personne-là est adoptée, elle n'est pas rebaptisée. Par contre, il y a une modification qui est apportée au registre des baptêmes dans la paroisse d'adoption. Donc, dans votre cas, c'était Saint-Théophile. Et ça vient modifier, ça vient comme annuler le certificat de baptême d'origine. OK? Fait que c'est important de faire la différence. Les gens n'ont pas été baptisés 2 fois. Non, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est bien important. C'est vraiment une modification qui a été apportée suite au jugement d'adoption. Donc, ça vient légaliser, en fait, Alors, je ferme ma parenthèse. Et on pourrait peut-être juste rajouter que ce document-là, il est non accessible parce qu'il est au service des registres québécois. On parle du certificat de naissance d'origine? D'origine. Bon, il est non accessible. Il est non accessible parce qu'il y a déjà une adoption dessus. Donc, tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas rien faire. Non. Et même s'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont 2 de mes frères qui sont au Nouveau-Brunswick, on sait qu'ils sont là, mais la madame du Nouveau-Brunswick nous a répondu, bien écoutez, ça me prend ce document-là pour que moi je puisse ouvrir le dossier et connaître l'origine du dossier que vous possédez. Pour retrouver vos 2 frères qui sont au Nouveau-Brunswick. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas rien faire. Quand vous parlez de 2 frères, on parle de 2 frères qui ont été aussi confiés à l'adoption ou de 2 frères? Oui. 2 frères confiés à l'adoption qui sont au Nouveau-Brunswick. Et ils ont été adoptés au Nouveau-Brunswick. Ils sont nés là et ils ont été adoptés là. Ils sont nés à Québec? Oui, à Québec. Nés à Québec, adoptés au Nouveau-Brunswick. OK, donc c'est les lois du Nouveau-Brunswick qui régissent pour ces 2-là. C'est pas le seul enfant, ou là? Non, malheureusement, non, je ne dirais pas l'histoire, mais non, on est 6 chez nous. Et dans le document qu'on m'a présenté la première fois au niveau des services sociaux, on m'a présenté un document qui disait que j'étais unipare, c'est-à-dire que j'étais le seul qui était venu au monde. Pour avancer un petit peu l'histoire, un de mes frères naturels a fait une demande pour pouvoir me rencontrer parce que, par des circonstances, il y avait une bonne connexion avec le médecin qui le soignait et le médecin qui le soignait avait réussi à avoir certaines informations. OK. OK? Et il a conseillé à mon frère à ce moment-là de dire, bon, ben regarde, là, essaie de rentrer en contact, puis s'il veut, tu pourras avancer un peu plus pour ta santé à toi. OK. Alors, effectivement, parce que moi, j'avais déjà logé une demande pour retrouver mes parents, mais je ne savais pas qu'on était 6. Là. Non, vous pensez que vous étiez tout seul? Moi, j'étais tout seul, puis je retrouvais une maman quelque part, puis la vie est belle. Ça n'a pas tout à fait été ça. Donc, de là, on a découvert qu'on était 6. Et avant moi, ben, il y avait une jeune demoiselle qui était venue au monde et qui a été adoptée aussi et qui demeurait à Sherbrooke. OK. Suivi de 5 garçons. OK.
OK? Donc, ça faisait plus unipart du tout, là. Ça faisait, en tout cas, ça fait un drôle de chiffre. Multipart. C'est ça. Et donc, à partir de là, j'ai accepté la demande de rencontre. J'ai dit à la madame des services sociaux, oui, je suis prêt à le rencontrer, il n'y a pas de problème. Surtout qu'il m'avait mentionné que c'était pour l'aider en regard à sa santé, si on était tous les deux pareils ou pas. Alors, la rencontre a eu lieu. Malheureusement pour lui, moi, j'étais en très, très bonne santé, alors que lui avait des problèmes au niveau du cœur, au niveau des reins, ainsi de suite. Et il était éméché pas mal, magané pas mal. Donc, à partir de là, on a eu notre rencontre et tout ça, puis bon, ça a bien été, sauf que le problème qui est arrivé, sa santé n'était pas bonne. Donc, 2 ans après qu'on s'est connus, il est décédé. OK? Donc, je retombais comme neutre. Et là, on a dit, bon, ben c'est quoi qu'on fait? On avait demandé à la mère, est-ce que tu accepterais qu'on puisse rencontrer entre nous autres, mais que jamais, jamais, on va aller te déranger toi. Si tu ne veux pas qu'on te rencontre, on va te respecter, on va respecter ça bien comme il faut. Et malheureusement, elle a dit non. Elle n'a pas accepté que les frères et sœurs se rencontrent. Elle n'a pas accepté que les frères et sœurs on se rencontre. Donc, à partir du moment où il y a eu ça, ça venait d'ébranler pas mal la partie. Ma mère naturelle est décédée à l'âge de 85 ans. Ça fait quelques années, à peu près 10 ans qu'elle est décédée. Et on sait qu'à ce moment-là, le plus jeune des enfants, le dernier né, a été élevé par sa sœur. Donc, elle l'a placé, celui-là, chez sa sœur, et puis l'a laissé là. OK? Mais les autres ont été tout à côté. Donc, à partir de là, on a dit, bon, il faut trouver un moyen d'essayer de retrouver lui. Mais là, j'entends des voix me dire, mais là, avec la loi 113, vous allez avoir le droit d'avoir son nom? Oui, en principe. Vous avez fait la demande? Ça fait longtemps que j'ai gardé les copies. OK, parce que là, c'est important, là. Oui. Je veux dire, là, on sait qu'elle est décédée, donc avec le nom, vous allez pouvoir trouver, par la suite, avec des recherches personnelles, le nom de la sœur. En principe. Qui a élevé le dernier, fait que ça va vous en faire un de ce côté-là. Ça en faire un. Il va en rester 3. Il va en rester 3, là. On va essayer de trouver la fille et les 2 autres gars. C'est ça. Mais là, notre principale porte d'entrée est vraiment là. C'est-à-dire, un coup qu'on va avoir le nom du père et de la mère, bien là, on va être capable de, en tout cas, fouiller puis de trouver plus d'informations. Puis tout ça. Et en même temps, si jamais il écoutait l'émission, ben, puis qu'il se reconnaît, parce que des personnes qui sont, comment on dit, élevées par une tante, puis tout ça, puis aujourd'hui, il aurait 64 ans. Puis lui, est-ce qu'il est au Nouveau-Brunswick aussi? Non, il est à Québec. Il est directement à Québec. Dans la ville de Québec. Il est citoyen de la ville de Québec, donc il est à quelque part là. Puis, il peut s'ajouter à ça des ressemblances aussi, là. Non? Peut-être. Peut-être. Pas trop, là. C'est pas trop. Est-ce qu'on a des informations, par exemple, des années de naissance ou... Non. Pourquoi que je suis capable de vous dire que lui a 64 ans, c'est que Michel, mon frère, lui qui est décédé, a réussi à avoir cette information-là par un chemin que j'ai jamais su, là. Il est décédé avant. Et là, on a su que le bébé était là, dans une famille, à Québec. C'est le seul qui a... OK. Puis lui, il aurait 64 ans à peu près aujourd'hui. Il aujourd'hui. à peu près 64 ans donc, aujourd'hui. les autres sont plus vieux. Oui. OK. La fille est la plus vieille. L'aînée. OK. L'aînée. Puis elle a 2 ans. Elle a 2 ans de plus que moi. Elle a 72 ans. OK. Bien, déjà, ça nous donne des années de naissance. Ça donne les années de naissance approximatives. Okay. Donc, ça permet de dire, bon, bien, il est venu au monde à peu près telle année. OK. Parce que ça, c'est important, là. Exact. D'avoir. Puis, pour ceux, c'est ça, vous vous êtes fait dire qu'il y en a 2 qui sont placés, qui ont été adoptés au Nouveau-Brunswick. Oui. Bon. Puis là, tantôt, c'est ça, on parlait là, du document original. Fait qu'il n'y aurait pas moyen, là, de... Je dirais, est-ce que les services sociaux du Nouveau-Brunswick peuvent pas
vous pister, à savoir où vous allez pouvoir vous procurer ce document-là autrement qu'en passant par l'État civil? Parce qu'à l'État civil, vous ne pourrez pas l'avoir. Non. Mais est-ce qu'eux ne pourraient pas contacter le Centre jeunesse, Les services sociaux de Québec et leur demander? Oui, mais c'est une démarche que j'ai faite. OK. Mais la madame m'a dit non, ça me prend le OK de quelqu'un de Québec. Oui, mais c'est ça, mais en les contactant, c'est quelqu'un de Québec, là, des services sociaux, là. Je pense qu'il faudrait que les deux travaillent ensemble. En tout cas, me semble, là, il faudrait vous pourriez donner l'autorisation au Centre des services sociaux de Québec qui dit qu'ils vont bien contacter cette madame-là. Oui. J'ai fait une démarche auprès des services sociaux, je n'ai pas eu de réponse. OK. Bon, ça viendra sûrement. Habituellement, là, mettons que ça fait déjà un bon bout de temps que je l'ai demandé, puis il semble que la réponse... Un petit rappel, des fois, ça fait du bien. Revenez à la charge. Oui, je vais le faire, inquiétez-vous. Parce que je pense que là, ça serait quand même intéressant d'avoir cette belle famille-là. Ce qui est triste, c'est de voir... Je veux rester poli, mais je veux rester gentil aussi, là. C'est de voir le cloisonnement qui se fait dans les bureaux, où les gens ne veulent pas collaborer ou ne veulent pas... Ça, là-dessus, moi, je vous mettrai un petit bémol. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils sont tenus. C'est qu'ils ne peuvent pas. Et il y a une grosse différence entre les deux. Parce que je vous dirais qu'il y a beaucoup d'intervenants qui voudraient donc nous la donner, l'information. Ils l'ont, l'information. Ils le savent. Ils nous parlent, ils l'ont le dossier, ils savent le nom, ils savent tout ça. Mais la loi ne leur permet pas de nous le dire. Puis ça, il faut qu'ils fassent attention aux autres aussi. Ils ont un protocole à respecter, ils ont des procédures à respecter, puis c'est correct. Mais c'est sûr que c'est sacrant pour la personne qui appelle, puis elle sait que l'autre personne qui est au bout du fil a le dossier dans les mains, puis elle a toutes les informations, mais elle ne peut pas y dire. Donc, c'est pas qu'elle veut pas. Hein. Parce que j'ai même donné, vous savez, le numéro, on a tous un numéro de dossier comme avec les services sociaux. Les services sociaux. Je l'ai même donné au Nouveau-Brunswick, à la madame, pour dire, voici mon numéro de dossier. Et j'ai donné mon numéro de dossier pour dire, avec ça, tu devrais être capable de communiquer. Elle n'a pas eu de retour. Elle n'a pas eu de retour. C'est sûr que, je ne sais pas si ça s'est fait récemment ou... La madame du Nouveau-Brunswick, les derniers contacts, c'est au mois de mai-juin. Bon. Normalement... Je sais qu'ils ont... Il aurait dû avoir un retour quelque part. Oui, mais là, je sais qu'avec la nouvelle loi, là, sont tous les... Puis ça, je ne veux pas les excuser, là, mais je veux dire, tous les centres jeunesse en ont jusque-là. Là, c'est comme... c'est fou un peu, là. Je comprends ça. Mais un petit rappel, ça fera pas mal. Je pense que ça serait une bonne idée. Écoutez... Y a-t-il d'autres informations, vous pensez, là, qui pourraient... Non, la seule chose que je pourrais dire... Un message que vous avez envoyé à votre frère à Québec. S'il entend cette conversation-là, écoutez, il sait qu'il a été adopté par sa tante, sa tante qui l'a élevé. Donc, il sait qu'il a alentour de 64 ans. On est tous des vieux bonhommes qui est en train de vieillir. Fait qu'on aimerait bien tourner un petit party de petits vieux ensemble avant d'aller un peu plus loin ailleurs. Là. Un petit party d'âge d'or, là. Oui, c'est ça, là. Avant qu'on tombe ailleurs, là, ce serait le fun d'avoir la possibilité de se rencontrer à nouveau. Et ça donnerait peut-être la chance à la matante de nous dire des choses qu'elle connaît probablement. Si elle est toujours vivante, aussi nous donner de l'information supplémentaire. Peut-être qu'elle sait où ils sont au Nouveau-Brunswick, ou du moins, comme la plus vieille, elle sait peut-être qu'elle est à Sherbrooke, elle est peut-être décédée ou encore vivante, mais ça nous donnerait des portes d'entrée au moins. Là. Fait qu'on se croise les doigts que cette porte-là fonctionne pour aller plus loin. Si ce monsieur-là de Québec écoute l'émission, je pense que... Qui m'appelle. Je suis à Lévis, je ne suis pas loin. Oui, effectivement. Et puis, ça ne nuira pas. Non, absolument. Ça ne nuit pas à rien, tu sais, puis ça permettrait peut-être de dénouer le cercle au complet. Oui, absolument. Bon, mais en tout cas, on va vous souhaiter bonne chance, M. Poulain, vraiment. C'est une belle histoire. On va espérer que ça débloque. Moi aussi. Merci beaucoup de votre générosité pour nous permettre ça. Ouais, merci.
Le mouvement Retrouvailles désire vous informer que cette série de 5 émissions mensuelles, diffusées entre les mois d'octobre 2018 et février 2019, sera disponible sur le site Internet et sur la page Facebook de l'organisme, via le réseau YouTube. Si vous reconnaissez l'une des personnes recherchées lors de ces diffusions, s'il vous plaît, contactez directement le siège social du mouvement Retrouvailles au 1-888-646-1060 ou pour la région de Québec le 1-418-903-9960. Nous vous remercions pour la confiance accordée à notre organisme et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour partager l'information, et ce, en toute confidentialité. Alors, dans cette émission-là, notre dernière entrevue, mais on a appris quand même beaucoup là, sur les tests d'ADN, entre autres. Oui. OK. Bon, l'histoire de notre dernier invité, M. Poulain, c'est assez particulier aussi. Je dirais, j'ai rarement entendu une histoire comme celle-là. Et peut-être pour conclure cette émission-là, je veux dire, il y a sûrement des pistes de recherche là, à donner à notre monde. Ben oui, moi je dirais, c'est sûr que les gens, on a parlé d'ADN, bon, les gens, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tout ça, pour trouver des informations, notamment au niveau généalogique, des avis de décès, des mariages, des choses comme ça. Je vais vous donner peut-être juste quelques, je ne les donnerai pas tous, là, parce que, je les ai probablement pas tous, mais j'en ai quelques-uns là, qui peuvent vous aider. C'est sûr que vous inscrire au mouvement Retrouvailles, c'est quand même un bel endroit là, pour oui. une chance additionnelle là, pour retrouver la personne recherchée. Mais il y a aussi des sites là, comme, on parle de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On parle de, je vais vous les nommer, l'annuaire Marcotte, l'annuaire Lovell, des registres d'état civil des origines de 1915. Ça, c'est pas toujours évident. Bibliothèque Archives Canada, des fédérations de sociétés de généalogie, Généalogie Québec, Mes Aïeux, MyHeritage, Généanet. J'en ai, là, on en a quand même plusieurs, là. Bon, je pense à un, là, j'ai vraiment un blanc, là. Le BMS 2000. Qui est intéressant, Roots Web, bon, il y a beaucoup de sites anglophones, il y a beaucoup de sites payants aussi. Par contre, il s'agit peut-être d'en cibler un ou deux. Puis la plupart, on peut s'abonner pour peut-être 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend. Ou il y en a qui sont tout à fait gratuits. Donc, quand on part avec une information, des fois, on peut, avec ces sites-là, trouver justement des naissances, des mariages, des sépultures, plein d'informations qui vont venir nourrir notre arbre, là, OK? Fait que moi, en tout cas, c'est des sites là, que moi, personnellement, là, j'utilise souvent quand je fouille. Il y a Canada 411 aussi, quand on est arrivé vraiment à trouver une personne, mais Canada 411 peut nous donner une adresse, un numéro de téléphone, des avis de décès, comme le nécrologue, notamment. Il y a les paroisses du Québec, originis.ca, ça aussi, ça peut donner des informations. Le réseau juridique du Québec, des fois, ça peut aider. Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs véhicules qui nous permettent de trouver. Mais il faut pas s'attendre à, comme on parlait tout à l'heure avec l'ADN, c'est pas magique, là. Faut travailler. Il y a des gens là, qui ont travaillé des centaines d'heures sur leur dossier avant de trouver, mais ces gens-là sont déterminés et ils ont réussi à trouver. C'est sûr que si on attend juste de voir... on va attendre que ça pop avec un cousin de premier degré ou un cousin germain. Peut-être qu'on peut attendre longtemps, là. Mais il faut vraiment travailler avec l'information qu'on a. Donc, puis comme on disait, aller voir peut-être Carrefour ADN ou en tout cas aller chercher des conseils. C'est sûr que ces gens-là ne feront pas le boulot à votre place, mais ils vont vous donner de bons conseils. Alors, n'hésitez pas à le faire, à poser des questions. Donc, moi, je pense que c'est un peu les pistes là, qu'on peut leur donner là, pour les aider. C'est intéressant. Bien, absolument. Puis c'est de plus en plus vers ça qu'on s'en va, parce que l'ADN, ça ment pas. Puis, dans bien des cas, c'est beaucoup plus rapide que de passer par le système standard. Fait que, voilà. Bien sûr, là-dessus qu'on termine notre deuxième émission. Et on va vous revenir avec une prochaine émission, encore tout aussi intéressante que les deux autres. Oui. Et j'en profite pour dire merci à nos invités. Oui, Sylvie Carole Picard et Robert Poulain. Et voilà. Merci.